Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ma première émission depuis un mois qu'on n'ait pas fait en direct de Pondichéry. Et oui, comme vous voyez, ici il fait chaud, au moins 30 degrés et encore, je ne sais pas si je minimise un peu, très chaud. J'ai un ventilateur au-dessus de ma tête et pour avoir un peu d'air frais. Et puis alors aujourd'hui, je vous reçois dans ma chambre, puisque la maison qui m'accueille, là, il y a des travaux, donc je suis sur mon lit avec l'ordinateur sur les genoux. Mais je crois que ça va aller. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir pour la 4e ou 5e fois, je ne sais plus, parce qu'on a fait plusieurs émissions ensemble. Donc, je reçois Alain Scoilly. Bonjour Alain. Bonjour Marie, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais très très bien, merci. Et Bon, aujourd'hui, on va pouvoir enfin traiter ce thème d'émission qui était prévu normalement depuis le mois de décembre et qu'on avait dû reporter parce que si pour moi il y a eu des grands changements dans ma vie, eh bien pour toi il y en a eu aussi. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? ah oui, bah ça c'est sûr que donc nous avons quitté l'Espagne en septembre, nous avons passé à peu près 4 mois dans un meublé en attendant de trouver un domicile correct. Et depuis le 17 janvier, nous habitons dans une nouvelle maison agréable et lumineuse, juste à côté de Bazas, à peu près 50 kilomètres au sud-est de Bordeaux. Voilà, et nous y sommes très bien. Voilà, donc après de nombreuses années en Espagne, te voilà de nouveau de retour parmi France, nous. voilà, tout à fait. Et très Donc, heureux de retrouver la France, parce que quand même, on a beau dire, mais on n'est jamais aussi bien que chez soi. euh, toi tu reviens, moi je m'en vais. Ben, Voilà, partir, revenir, hein, de toute façon, le principal se passe toujours à l'intérieur, n'est-ce pas? tout à fait. Alors, la symbolique des maladies. Toi, tu t'es intéressé à la symbolique à travers ton métier ton approche de médecin. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es intéressé à ça? Eh bien, ça s'est passé de façon tout à fait étrange quelque part, puisque j'étais parti en guerre contre la vaccination hépatite B systématique et obligatoire en 1994 dans les collèges et lycées de France, ce qui m'a valu la radiation de l'ordre pour délit d'opinion, puisqu'on n'a pas le droit de contester le bien fondé des vaccins aujourd'hui en France. Donc, je suis parti dans c'était une véritable guerre à l'époque. J'étais d'ailleurs très tenace et très agressif. D'ailleurs, on en Et, dira deux mots à la fin de l'émission parce qu'il y avait deux, oui, trois petites choses que je voulais que tu partages. voilà. Et puis, à l'occasion de cette croisade, quoi, on pourrait parler un peu d'une croisade, eh bien, j'ai eu la chance de voir débarquer un jour chez moi Claude Sabat, qui m'a offert une conférence pour moi tout seul. Et c'était Ah, vraiment très sympathique et très agréable. Donc, il m'a décrit la psychosomatique. Et puis, n'ayant pas la possibilité lui-même de me donner une formation complète, il m'a confié à un de ses élèves, Gérard Attias, qui m'a donné donc cette formation complète en psychosomatique. Et parallèlement, bon, j'ai découvert bien sûr les microzymas, les vitamines et bien d'autres choses. Et donc, j'ai fait une synthèse un petit peu de tout ça. Voilà, et puis actuellement, donc, nous proposons une approche globale de la maladie qui sort du paradigme officiel, parce que le paradigme officiel vis-à-vis de la maladie, c'est la guerre contre tout ce qui apparaît, alors qu'en psychosomatique, eh bien, nous cherchons à comprendre le sens des pathologies, des cancers, des paralysies, des infarctus, de la plupart des maladies qui peuvent malheureusement survenir sur notre route. Donc, nous en cherchons le sens et nous cherchons justement quelle est la symbolique derrière et comment arriver à guérir sans passer forcément euh, par, des, par des techniques de guerre, arriver à guérir en comprenant et en désamorçant le processus. Et ce qui est donc, important de comprendre en somatique, pardon, je te coupe, ce qui est très important à comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne
exactement comme un ordinateur, mais un ordinateur d'une puissance inouïe. Et alors que, si vous voulez, dans un ordinateur fait de main d'homme, il va travailler avec un système numérique, hein, vous savez, c'est 0 ou 1, le courant passe ou ne passe pas. Pour le cerveau, le fonctionnement du cerveau passe par les symboles. C'est-à-dire que pour pouvoir mémoriser un maximum d'informations sur un minimum de place, le cerveau utilise le système des symboles. Voilà, donc d'où le titre de cette émission sur la symbolique des maladies. Voilà, je te laisse parler, je te donne la Alors, parole. la symbolique d'une maladie, en fait, si je comprends bien, c'est le message qu'envoie le corps euh, Exactement. à notre être. Voilà. Comment ça se passe? C'est assez complexe à comprendre. Il faut savoir que, évidemment, toutes les émotions que nous pouvons vivre sont initiées par des informations. Ces informations transitent par nos 5 sens, que ce soit la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et ces 5 sens envoient donc ces informations au cerveau. Au niveau du cerveau, il y a un premier relais au niveau du cerveau limbique, au niveau des noyaux gris centraux. Ce relais est chargé de gérer la dimension émotionnelle de ces informations. Et normalement, il est capable d'assumer et de prendre le dessus sur cette dimension émotionnelle. Et ensuite seulement, il envoie l'information sensorielle aux parties du cerveau qui sont chargées de les intégrer et d'en tirer profit. Donc, ce sera le lobe occipital pour la vue, ce sera un certain nombre de régions du cerveau très précises pour les différents organes, par exemple les lobes temporaux pour l'audition, etc., etc. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sensations, ces informations qui nous viennent par nos 5 sens, sont parfois extrêmement éprouvantes, elles peuvent être très difficiles, et à ce moment-là, c'est le cerveau limbique qui prend la situation en main et qui gère cette intensité émotionnelle. Mais il le peut jusqu'à un certain niveau. C'est un petit peu comme un bocal qu'on remplit progressivement, et lorsqu'il est trop plein, eh bien, il déborde. Et c'est là que vont apparaître les pathologies. Parce que lorsque le cerveau limbique est dépassé, il se crée une sorte d'orage cérébral qui envahit tout le cerveau et qui nous met en danger, quelque part en danger vital. Parce que, d'une certaine manière, lorsque tout le cerveau est accaparé par ce stress émotionnel, eh bien, il oublie les fonctions essentielles que sont la nutrition, que sont le sommeil, la réparation, la récupération, etc. Il oublie ces informations et de ce fait-là, notre corps va finir par se fatiguer, par perdre son efficience et éventuellement même ça peut aller jusqu'à la mort. Et donc, il n'est pas question de rester dans cette situation-là. Autre danger, sur le moment, nous sommes tellement accaparés par cette tempête émotionnelle que nous risquons d'en oublier les règles les plus élémentaires de prudence. C'est-à-dire que si nous sommes amenés à monter en voiture pour aller, par exemple, à l'hôpital pour retrouver un enfant ou un proche qui a eu un accident, eh bien, nous risquons d'oublier de respecter le code de la route et nous risquons de brûler un stop, un feu rouge et de provoquer un accident et d'y laisser aussi notre vie. Par conséquent, le cerveau prend la situation en main et là, il va chercher dans ses programmations, dans ses mémoires, le symbole, par un mécanisme de symbole, une solution qui lui apparaît la plus adéquate. Et il va la mettre en œuvre. Alors, comment il la met en œuvre? Eh bien, il va missionner une partie précise de ce cerveau pour prendre en charge la situation. Ça fonctionne un peu comme un système de paratonnerre, un petit peu comme si l'orage cérébral venait se concentrer sur cette zone précise du cerveau, et cette zone précise va donc transmuter cette énergie émotionnelle négative
en énergie de vie, de survie extrêmement positive. Et c'est cette zone du cerveau qui va mettre en route le processus de pathologie. La pathologie, ça veut dire l'expression d'une souffrance. Donc, prenons l'exemple relativement banal, mais imaginons que vous soyez maman ou papa et que un de vos enfants ait un accident de voiture, que la gendarmerie vous informe qu'il est à l'hôpital, dans le coma. Eh bien, évidemment, ça va déclencher un stress formidable, énorme. Le cerveau limbique va être complètement dépassé. L'orage cérébral va envahir tout le cerveau. Et la solution que va trouver le cerveau par rapport au danger de mort pour l'enfant, compte tenu de son mécanisme de fonctionnement par symbole, ça va être de déclencher un cancer du sein. Pourquoi un cancer du sein? Parce que dans les premiers dangers de mort pour l'enfant qui sont présentés à l'espèce humaine, et alors en général à tous les mammifères, ça a été la mort par famine. Et la solution pour pallier à la mort de son enfant par famine, c'est de lui donner un lait extrêmement abondant et extrêmement nourrissant. Alors c'est là que c'est extrêmement important de comprendre que le processus cancéreux n'est pas quelque part maléfique. C'est un processus souvent maladroit d'adaptation à une situation de crise majeure. Et ce processus maladroit va mettre en œuvre, par exemple pour le cas que nous avons proposé, il va mettre en œuvre donc la construction d'un cancer du sein, qui en fait est une glande mammaire au fonctionnement turbo, hyper efficace, qui va permettre de donner un lait très très abondant à ce bébé, entre guillemets, même si le bébé a 50 ans et la maman 70 ans, le cerveau, ça fait différent, c'est vraiment un ordinateur. Il faut bien comprendre que la conscience, l'intelligence ne se situe pas dans le cerveau. Le cerveau, c'est vraiment l'ordinateur, c'est le calculateur. Hein, ouais. voilà. Et je pense que si on veut chercher où se situe l'esprit et l'intelligence, ce serait plutôt au niveau du hara, des philosophies orientales, quoi, hein, c'est-à-dire au niveau du ventre. D'ailleurs, comme par hasard, le mot tripe est un anagramme du mot esprit. C'est pas pour rien. Les tripes, c'est dans le ventre quand même. Voilà. Donc, voilà comment fonctionnent les choses. Donc, le cancer du sein, c'est une glande turbo qui est capable de fabriquer beaucoup de lait. Je suis absolument certain et que toutes les vaches laitières sont des vaches cancéreuses. Pour en faire des vaches laitières, il faut leur enlever leur bébé. Et donc, de ce fait-là, elles imaginent qu'il est en danger et elles se mettent, elles construisent une glande mammaire turbo, qui est le cancer des mamelles. D'ailleurs, les mamelles des vaches laitières, elles sont dures comme de la pierre, elles sont typiquement cancéreuses. Et c'est là où, en réfléchissant, pourquoi est-ce que chez les vaches, ça n'entraîne pas la mort, ça n'entraîne pas toutes les complications que nous connaissons chez les humains? Eh bien, tout simplement, et c'est là où il faut rajouter à la symbologie des maladies la dimension des vitamines, tout simplement parce que les vaches, elles, savent synthétiser la vitamine C. Et donc, elles ne sont pas carencées comme nous. Alors, par contre, les humains, on en a déjà parlé lors d'une émission précédente, ne savent pas synthétiser la vitamine C, ce qui fait que, quelque part, ces processus de cancérisation déraillent en quelque sorte. Ils dépassent les bornes de l'acceptable et ensuite, ça déclenche de grosses complications pour être démonté, etc. Et puis surtout, ce que je tiens à préciser, c'est que non seulement l'être humain ne sait pas ne sait pas la synthétiser, mais qu'il est en carence au vu du stress de l'environnement dans lequel il vit. Voilà, parce qu'en fait, on sait que chaque stress double les besoins. Donc, le besoin de base pour un être humain normal de 50 à 70 kilos, c'est 10 grammes par jour. Et bien sûr, si ce besoin est doublé compte tenu d'une situation de stress majeur, eh bien, il faudrait qu'on consomme entre 15 et 20 grammes minimum de vitamine C par jour pour que le processus cancéreux ne prenne pas des dimensions exagérées. Pour ceux qui sont intéressés de réécouter l'émission sur les vitamines, donc c'était l'année dernière, hein, on avait fait cette émission, je crois que c'était en septembre ou octobre, je ne me souviens plus, une émission qui s'appelle les vitamines. Oui, c'était peut-être en juillet, non? Je ne sais plus. En août? Oui. L'année dernière. Il faut aller regarder dans les archives de LGC3. Voilà. Voilà. Donc, pour revenir sur la symbolique des maladies, donc,
toute pathologie, quelle qu'elle soit, et ça, on va retrouver dans toutes les pathologies un sens symbolique pour le cerveau. Si vous prenez par exemple une paralysie, imaginez que vous ayez dans vos préprogrammations chez vos ancêtres quelqu'un qui a vécu un très grave accident sur la route ou chemin de fer ou avion ou je ne sais quoi, et puis qui un jour est obligé pour des raisons euh, matérielles, immédiates, momentanées, de faire un voyage qui lui apparaît dangereux, eh bien la situation pour lui va être de déclencher une hémiplégie ou une paralysie, une sclérose en plaques ou une maladie de cet ordre-là. Le but, c'est d'immobiliser le corps pour bloquer le déplacement. Là encore, il est clair que pour le cerveau ne connaît pas le train, il ne connaît pas l'avion, il ne connaît pas la voiture, il ne connaît pas le vélo. La seule manière de se déplacer pour le cerveau, c'est la marche. Et donc, il va bloquer la marche. Voilà. S'il y a une problématique, prenons par exemple aussi le cas de l'infarctus. Bon, l'infarctus du myocarde, c'est un programme qui remonte à l'ensemble des mammifères. La plupart des mammifères, comme les cerfs, les chevaux, fonctionnent de manière caricaturale. C'est-à-dire d'ailleurs pourquoi les hommes, chez les êtres humains, ont tendance à collectionner les conquêtes. Bon, regardez les chevaux, regardez les cerfs, ils ont une harde, où ils ont vraiment, il leur faut plusieurs femelles qu'ils réunissent et qu'ils fécondent. Et pour le cerveau, il est important que les bébés soient issus du mâle le plus puissant, le plus fort. Et bien sûr, les femelles qui font des bébés, il y a des mâles, il y a des femelles. Donc les femelles vont rejoindre la harde et faire partie de la harde, mais les mâles, eux, vont être exclus et ils vont être rejetés. Mais à mesure que ces jeunes mâles vont grandir, ils vont finir par être plus puissants que le chef de la harde et il va s'en suivre donc des combats pour essayer de prendre la place du mâle dominant. Et le jour où le mâle dominant est vaincu, il faut qu'il cesse d'embêter les jeunes. Il ne faut pas qu'il insiste. En général, ce ne sont pas des combats pour tuer, ce sont simplement des combats pour manifester la force du mâle dominant. Et il ne faut pas que le mâle dominant, l'ancien mâle dominant plutôt, vienne empêcher le vainqueur de couvrir les femelles et de proroger l'espèce. Et par conséquent, la meilleure solution pour lui, c'est de faire un infarctus, c'est-à-dire de disparaître de la circulation. Et c'est la cause de l'infarctus. Alors, le docteur Hammer, par rapport à ça, a pu démontrer des choses extraordinaires. Bon, en médecine officielle, on pense que l'infarctus est lié à une diminution de l'oxygénation du cerveau par sclérose, par sténose des artères coronaires. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai, et c'est même a priori faux. Et d'ailleurs, le docteur Hammer a fait l'expérience, il a clampé chez son chien à 1 mois d'intervalle les trois grandes artères coronaires. En fait, il y en a 2 et puis il y en a une qui s'y vise tout de suite. Donc, ça fait 3 grandes sources de vascularisation. Donc, à 1 mois d'intervalle, il a clampé ces 3 artères coronaires l'une après l'autre à son chien, sous anesthésie générale, en veillant à ce que les choses ne déclenchent pas de douleur chez son chien, qu'il aimait beaucoup par ailleurs. Et le chien n'a jamais fait d'infarctus. Et ceci pour une raison très simple, c'est que les artères coronaires, en fait, sont doublées par un très grand nombre d'artères collatérales qui viennent prendre le relais sitôt qu'il y a une défaillance des artères principales. Voilà. Alors, l'infarctus, en fait, ça, c'est quelque chose qui est mal connu par la cardiologie officielle. L'infarctus est toujours lié à des troubles du rythme. Et donc, chaque fois que vous avez des troubles du rythme importants, genre extrasystole ou autre, c'est que vous avez fait une perte de territoire, comme le cerf dominant, l'ancien cerf dominant de la harde. Et donc, c'est une sorte de crise épileptique de l'organe, du cœur, qui se manifeste ainsi. Et ça veut dire qu'il y a eu perte de territoire. Et si cette perte de territoire est extrêmement importante, eh bien, l'infarctus sera mortel. Donc, on rejoint le schéma symbolique du fonctionnement de la harde de cerf ou de chevaux.
Ok, ok. Alors Alain, je te propose qu'on réponde aux questions parce que pour votre information, à Pondichéry, ici, il est 15h20, ce qui correspond grosso modo à 11h moins le quart. Et tout à l'heure, je Oui. disais à Alain, je ne sais pas si à cette heure-là de la matinée, il y aura beaucoup d'auditeurs, mais il y a beaucoup d'auditeurs. Merci d'être si nombreux en ligne. Et du coup, on croule sous les questions. Alors, je t'écoute. Alors, la première, donc c'est Claudie qui nous dit bonjour et belle et lumineuse journée à vous. Je suis un peu perdue car j'ai pourtant une très belle ouverture à la spiritualité depuis un peu plus de 2 ans et je ne pensais pas avoir de si belles expériences en si peu de temps et pourtant je vis de grosses souffrances physiques. J'ai eu une grande amélioration très importante suite à 40 ans d'intenses migraines. Après 1 an et demi dans l'ouverture, j'ai presque plus de migraines. Par contre, le diabète qui a augmenté. Je suis obligée même que je fais attention à l'alimentation. Je suis obligée de passer 4 piqûres par jour dans le ventre et opérer 2 fois de mes mains. Et bientôt, malheureusement, un troisième doigt à opérer pour ses mains. J'ai reçu un message car je reçois la clairaudience et à présent, on me dit que je devrais donner des soins par mes mains afin de libérer l'énergie et la lumière de mes mains, afin d'aider les autres. Vous imaginez pourquoi je suis perdue. Que me conseillez-vous? Merci au fond du cœur de votre soutien. Voilà, question de produit. Donc, si j'ai compris, elle a du diabète. Donc, elle est du diabète et puis des problèmes aux mains. Voilà. Oui. Alors, les problèmes en main, c'est peut-être un simple problème ostéopathique si elle a des vertèbres qui sont plus ou moins bien empilées au niveau des cervicales basses. Donc ça, c'est peut-être, il faudrait qu'elle voie un bon ostéopathe, à mon avis. Alors, après Elle le fait le diabète, lien, elle fait le lien entre le fait qu'elle ne se sert pas de ses mains. Il y a un superbe écho. Non, ça y est, ça s'est oui. arrêté. Elle fait le lien entre le fait qu'elle ses mains pour guérir et cette douleur. Je pense que tu en penses. Alors, il est possible qu'il y ait une accumulation d'énergie magnétique, oui, ça c'est possible aussi, mais bon, alors après, ça dépasse un peu ma compétence. Là, je peux pas lui répondre à ce niveau-là. Alors, par contre, pour le diabète, c'est en général, si je comprends bien, est-ce qu'elle est diabétique depuis qu'elle est jeune ou est-ce qu'elle est diabétique depuis maintenant, depuis Non, l'âge non, non, actuel? c'est ce qu'elle nous dit, c'est qu'après 40 ans de très grosses migraines, elle a développé Diabète. du diabète. Alors attends, j'ai presque plus de migraine. Par contre, le diabète qui a augmenté. Oui, donc du coup, elle ne nous le dit pas. Elle ne dit pas si c'est depuis petite ou elle ne le dit pas. Le diabète jeune correspond à un conflit de répugnance et à un conflit de résistance. Répugnance, c'est quelque chose qui vous dégoûte, et la résistance, c'est le bras de fer. Il faut tenir bon, il faut absolument être fort et plus fort que l'adversaire. Et pour être plus fort, il faut plus de sucre. Donc, contrairement à ce que pense la médecine officielle, le diabète n'est pas lié à un problème d'insuffisance d'insuline ou d'insuline qui serait inadéquate. Le diabète est lié à une décharge de glucagon, c'est-à-dire l'hormone antagoniste de l'insuline. Et cette décharge de glucagon, c'est encore une réponse du cerveau par rapport à cette situation où on doit résister. Donc, il faudrait qu'elle cherche dans son quotidien, dans son présent, qu'est-ce qui l'amène à résister. Bon, pour vous donner un exemple extrêmement basique par rapport au diabète, lorsque vous regardez un film à suspense, eh bien, 9 fois sur 10, au milieu du film, il faut aller uriner. Votre vessie est pleine. Pourquoi votre vessie est pleine? Parce que pour résister au suspense, le cerveau ne faisant pas la différence entre un vrai bras de fer et le suspense, par exemple le bras de fer ressenti à travers le film virtuel, eh bien, pour résister au suspense, le cerveau ordonne une décharge de glucagon, ce qui déclenche une montée du sucre dans le sang. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce sucre est tellement abondant que ça déclenche une polyurie, c'est-à-dire une surabondance d'urine, et vous allez donc uriner. Et amusez-vous si vous voulez, mais surtout ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de tout à fait physiologique et transitoire, c'est pas pour ça que vous allez être diabétique, mais amusez-vous à regarder cette urine, faites tremper une bandelette pour mesurer le taux de sucre dans cette urine et vous verrez qu'il y a du sucre dedans. Donc c'est assez Mm. amusant.
On fait tous du diabète régulièrement. Alors par contre, ce qu'il faut, c'est éviter d'aller au laboratoire pour faire une analyse de sang le lendemain matin, après un film à suspense. Sinon, vous risquez d'être diagnostiqué diabétique. Et si vous allez consulter la médecine officielle par rapport à un taux de sucre inadéquat, on va vous mettre sous insuline et vous allez être obligé ensuite de résister, de faire un bras de fer contre cette insuline. C'est-à-dire que plus on vous donne de l'insuline par voie externe, par piqûre ou autre, eh bien plus vous devez, votre cerveau doit déclencher, doit augmenter la sécrétion de glucagon pour faire monter ce taux de sucre, puisque vous devez résister à l'insuline médicamenteuse, bien sûr. Voilà, donc après, si vous voulez, quelque part par rapport au diabète, la médecine officielle a tendance à chroniciser la maladie. Donc ça peut être. Et donc, des douleurs aux mains, ça voudrait dire quoi ça voulait quoi? Alors, les douleurs aux mains, là, il faudrait que je puisse la voir. Je peux pas lui répondre comme ça. Ça peut être un problème de rhumatisme, de dévalorisation. Alors, les rhumatismes correspondent à une dévalorisation. Les mains, si c'est une dévalorisation par rapport aux mains, dans la mesure où c'est ça, je ne suis pas certain, ça peut être une dévalorisation par rapport à l'habileté. Et elle parle que, elle dit dans son témoignage, dans sa question, qu'elle voudrait Faire des soins. travailler, écrire avec ses mains, donner des soins avec ses mains. Donc c'est peut-être parce qu'elle ne s'en sent pas digne, quelque chose comme ça. Il faudrait qu'elle travaille sur cette dévalorisation et qu'elle rende grâce de ce qui lui est donné. Super, merci Alain. J'espère qu'on a répondu à tes questions. Claudie, voilà, donc on va passer à l'autre question. C'est Mireille qui nous dit donc bonsoir Alain et Marie, bonsoir à tous. Alors bonjour, hein, puisque nous sommes le matin. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a mis ces questions. Donc ma question sera brève. Que peuvent vouloir signifier des choses comme crise de goutte, colique néphrétique ou encore douleur aux dents, c'est-à-dire choses brèves mais douloureuses, alors qu'en fait, les analyses à chaque fois sont bonnes, sauf pour les dents, bien sûr. L'hyperthyroïdie, qui est une maladie immune à tel sens, sinon j'ai un terrain inflammatoire. Voilà, donc en fait, il y a plusieurs questions. Hein. Ouais. Oui, c'est complexe. Bon, la goutte correspond à un phénomène de dévalorisation et c'est en général relié à des problématiques dans l'arbre généalogique. Hein. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de réponse vraiment claire et évidente par rapport à la goutte. Les coliques néphrétiques, alors ce sont des calculs qui migrent le long des uretères, c'est-à-dire des petits canaux qui amènent l'urine du rein vers la vessie. Donc ce sont des calculs qui bloquent l'écoulement de l'urine. Alors, pourquoi y a-t-il des calculs à ce niveau-là? En général, on pense parce que l'urine est trop concentrée, parce qu'on ne boit pas assez. Il peut y avoir une part de ça. Mais la plupart du temps, on peut considérer qu'une colique néphrétique est liée au démontage d'un petit nodule ou d'un petit cancer, entre guillemets. Cancer, ça veut dire quand est-ce que je sers. Hein, il faut arrêter d'y voir une dimension maléfique. Donc, d'un nodule au niveau du rein qui se démonte spontanément. Et si vous voulez, ce petit nodule va passer dans les urines, va s'évacuer dans les urines sous forme de caséum, donc on appelle ça du caséum, c'est une sorte de fromage plus ou moins liquide. Donc si on consomme suffisamment de vitamine C en temps normal, on ne ressent rien parce que il est liquide, un petit peu comme un yaourt fluide. Si par contre il y a carence en vitamine C, il a tendance à devenir solide, à durcir et à se calcifier. Et à ce moment-là, ça va déclencher la fameuse colique néphrétique. Voilà, donc la clé, pourquoi y a-t-il un nodule ou un petit cancer au niveau du rein? En général, c'est parce qu'il y a eu soit un conflit avec les liquides, soit un ressenti d'effondrement des valeurs habituelles que nous développons, que nous avons dans notre vie. Alors après, elle a dit. Mal de dents aussi. Les maux de dents. Alors les maux de dents, s'il n'y a pas de carie, je ne sais pas trop quoi dire, il peut y avoir des névralgies maxillofaciales. Donc à ce moment-là, ça veut dire peut-être qu'il y a le désir de mordre et puis que ne se l'interdit. Je ne sais pas, là, il faudrait.
faudrait chercher. Voilà. Alors, après l'hyperthyroïdie, ben, si vous voulez, là, on a un exemple caricatural en Occident avec l'accident de Tchernobyl. Hein, il y a eu énormément de cancers de la thyroïde et d'hyperthyroïdie après Tchernobyl, pas directement après la catastrophe de Tchernobyl, mais lorsque les médias nous ont informé que le nuage radioactif s'arrêtait à la frontière. Donc là, la population s'est rendue compte qu'on se foutait réellement de sa gueule. Et donc, les gens ont compris qu'il fallait fuir le plus vite possible et le plus loin possible. Donc, la solution pour le cerveau, c'est d'augmenter un petit peu l'équivalent de prendre un gros café pour ne pas s'endormir, pour ne pas perdre de temps. Donc, d'augmenter sa capacité et sa rapidité à réagir. Et ce sont les hormones thyroïdiennes qui permettent ça. Et donc, ça déclenche des nodules ou des hyperthyroïdies, éventuellement un cancer de la thyroïde. Donc, il y a eu énormément de cancers de la thyroïde qui n'étaient pas du tout liés au nuage radioactif, parce que notre corps sait parfaitement gérer la radioactivité ambiante si elle ne brûle pas, si elle ne calcine pas. Il sait parfaitement la gérer, il n'y a aucun problème quelque part. Mais par contre, si on lui fait peur pour pouvoir partir le plus vite possible, eh bien, il faut déclencher une hyperthyroïdie. Voilà. Donc, le sens de l'hyperthyroïdie, c'est quoi? C'est la fuite? C'est la fuite. C'est la fuite, c'est la vitesse, c'est le conflit de vitesse. Il faut aller très très vite. Ok, super. Merci Mireille pour toutes ces questions, en espérant qu'on y a répondu. Alors, Pierre. Donc, Pierre nous dit qu'il a un taux de plaquettes très bas depuis décembre 2016, qu'il a effectué plusieurs examens et suivi plusieurs protocoles médicaux qui n'ont rien donné. Il a suivi une douzaine de soins énergétiques, quantiques. Maintenant, aujourd'hui, quantique est à toutes les sauces. Hein. Et aussi Physioscan. Donc, il est redevenu en forme physique, son énergie vitale a remonté, taux de plaquettes inchangé. Depuis, j'ai fait une pause car financièrement difficile, ce qui peut s'entendre. Mon état physique, hématomes et saignements de la bouche se sont réaccentués depuis. Alors, il est vrai que ces soins m'aidaient beaucoup. Je ne veux pas devenir dépendante pour maintenir un taux. Alors, c'est Pierre qui parle, mais apparemment, c'est une fille puisque tout est écrit au féminin. Alors, il est vrai que ces soins m'aident beaucoup. Je ne veux pas devenir dépendante pour maintenir un taux vibratoire élevé. J'aimerais trouver par moi-même les raisons de cette baisse de plaquettes et de non-création suffisante de celle-ci. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Après, elle rajoute, les transfusions de plaquettes chaque semaine ne servent plus à rien. J'ai 5000 plaquettes après comme avant. Oui. Oui, alors ça c'est le problème. Il faut bien comprendre que les plaquettes, comme toutes les cellules, sont bâties par nos microzymas et si elles sont d'origine étrangère, eh bien, ce sont des microzymas étrangers qui ne restent pas. Par conséquent, on peut vous faire toutes les transfusions du monde, ça ne restera jamais très longtemps, à moins de faire un travail spirituel extrêmement intensif, c'est-à-dire la méditation et la prière, et remercier ces plaquettes étrangères et les microzymas qui les constituent, et leur demander de rester le plus longtemps possible pour nous permettre de passer le cap. Alors, pourquoi les plaquettes chutent? Eh bien, justement parce qu'il y a un problème d'épaississement du sang. Quelque part, c'est une problématique qui est inscrite dans la mémoire du cerveau de cette personne. Alors, pourquoi elle est inscrite? Eh bien, probablement parce qu'un de ses ancêtres a dû faire un ramollissement cérébral ou un problème d'artérite ou quelque chose comme ça, qu'on a dû lui couper une jambe, un pied, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une information qui date de ses ancêtres qui fait que. Alors, elle n'a pas eu un taux de plaquettes bas toute sa vie. Pourquoi ça s'est mis en place maintenant? Parce que quelque part maintenant, elle est en hyperstress et qu'il doit y avoir quelque part dans ce stress une composante liée à la coagulation du sang. On va retrouver la même chose chez les hémophiles. Hein, chez tous les hémophiles, on va retrouver dans les ancêtres des problématiques de ramollissement cérébral dramatique chez quelqu'un qui était très très important dans la famille ou voilà, d'artérite et de choses comme ça. Quoi, hein. Donc, les plaquettes servent à coaguler. Donc, il faut toujours chercher le positif. Pour le cerveau, s'il y a diminution des plaquettes, c'est parce qu'il faut que le sang soit plus fluide. Voilà. Ok, donc c'est Maryse qui nous écrivait en fait, hein, sous un pseudo masculin, et qui demande éventuellement tes coordonnées. Donc,
Les coordonnées sont sous la vidéo. Voilà. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tu les as bien à jour, puisque c'est Sauviac maintenant, c'est ça? eh ben, il y a l'adresse de ton site. Oui, bah, l'adresse du site, c'est bien. Voilà, donc avec l'adresse de ton site, après, on a toutes tes coordonnées. Voilà, parfait. Voilà. Donc, merci Maryse pour la question. Alors ensuite, il y a les questions qui sont arrivées par Facebook. Fadila qui voudrait savoir ce que reflète la maladie qui lui est tombée dessus. La polyarthrite rhumatoïde. Quel côté de mon être j'ai négligé? À quelle chose me renvoie ces douleurs et ces déformations? Oui, la vie est belle. Alors là, c'est très facile. Bon, la polyarthrite rhumatoïde, enfin, si vous voulez, pendant très très longtemps dans mes conférences, je prenais l'exemple de la belle-mère. Hein, imaginez. Alors évidemment, c'est un exemple, et puis ensuite, il faut l'adapter à chacun. Imaginez une ingénieure domestique, hein, c'est-à-dire une personne qui est amenée à travailler 365 jours par an, 24 heures sur 24, en permanence, qui doit être à la fois infirmière, médecin, maman, cuisinière, repasseuse, plongeuse, enfin, etc., qui doit faire tous les métiers, c'est-à-dire les mamans. Hein, voilà. Une ingénieure domestique, mais imaginez une débutante, c'est-à-dire qu'elle vient d'avoir son premier bébé. Et évidemment, elle rentre de la maternité et puis évidemment, elle ne sait pas encore très bien se dépatouiller avec son bébé. Et puis, belle maman vient. Et belle maman, évidemment, tout de suite va la reprendre. Elle va la dire, mais non, tu vois bien, tu lui fais mal quand tu le changes comme ça. Là, il faut pas, là, c'est pas bien, il faut pas faire comme ça. Et puis, belle maman, elle risque aussi d'aller vérifier comment elle épluche les légumes, comment elle fait la cuisine et tout ça. Et elle va passer son temps à la dévaloriser. Eh bien, si vous voulez, pour notre ingénieur domestique, ça va créer un stress de dévalorisation lié à l'habileté. C'est-à-dire que ça va concerner essentiellement les mains, les doigts, les poignets, les coudes éventuellement. Et c'est ça qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. Alors, sur le coup, quand elle a belle-maman sur son dos, elle n'a aucune douleur, aucune manifestation. Par contre, parce qu'elle est nulle, parce qu'elle se croit nulle, enfin, son cerveau croit qu'elle est nulle, la solution pour son cerveau, c'est de faire disparaître les mains, disparaître le squelette des mains, des avant-bras. Et par conséquent, il va commencer à creuser les os. Il n'y a aucune manifestation. Par contre, quand belle-maman s'en va, quand elle a enfin repris confiance en elle, elle va réparer ses trous. Et c'est là qu'il va y avoir énormément d'inflammation. Il va y avoir une reconstruction à l'intérieur de ces trous. Et cette reconstruction va avoir tendance à être exubérante pour donner vraiment de la solidité, et ce qui va entraîner des déformations apparentes sous la peau. Et c'est la polyarthrite rhumatoïde. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, la clé, par rapport à tous ces problèmes de cancer de l'os, ce sera toujours la même clé. Ayez chez vous un lieu pour vous ressourcer, pour prier, pour méditer, pour ce que vous voulez. Et passez-y un moment, matin et soir. Ça peut être une demi-minute, ça peut être 10 secondes, peu importe. Hein. Mais pendant ce moment que vous y passez, rendez grâce pour la splendeur de votre corps. Et si c'est les mains, rendez grâce pour la splendeur de vos mains, leur capacité, la capacité de vos doigts, l'extraordinaire habileté dont vous bénéficiez. Et si vous faites ça régulièrement, eh bien, vous ne serez jamais touché par le cancer de l'os. Oui, j'allais dire, il n'y a peut-être pas besoin d'attendre d'avoir un cancer ou une maladie pour célébrer la merveille qui est notre corps. Absolument. Il faut le faire le plus vite possible et le Ouais. faire tous les jours de sa vie. Ouais. Et puis parfois, il y en a qui disent oui, mais j'ai pas de place chez moi, j'ai pas de pièce. Eh ben, on s'enferme dans la salle de bain ou alors sur son lit. Il y a toujours un petit coin où on peut le Il suffit faire. d'une chaîne, mettre une image, mettre quelque chose qui Ouais, correspond à un votre. petit endroit dédié. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Un petit endroit.
pour matérialiser cette dimension spirituelle. Ok, super. Donc voilà, c'est pour Fadila. Il y a Célia qui nous dit qu'elle souffre de douleurs dans le bas du dos et qui apparemment serait reliée avec des douleurs au rein. Alors ce serait quoi ça, le bas du dos? Alors, bas du dos, ça dépend bien sûr de l'intensité, hein, mais 9 fois sur 10, j'en ai plein le dos. Hein, c'est langage populaire. J'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos. Alors, ça peut aller plus loin. Si ça va jusqu'à la sciatique ou si ça bloque la Ça bloque. mobilité, à ce moment-là, on va bien sûr avoir un problème. Quelque chose m'empêche d'avancer. Ce dont j'ai plein le dos m'empêche d'avancer, m'empêche de progresser. Voilà. Et alors à ce moment-là, si vous voulez, la douleur n'est pas une maladie. La plupart du temps, la douleur survient pendant la phase de réparation. Et là, on parlait tout à l'heure de la polyarthrite rhumatoïde, ça fait mal quand ça se répare. Ça s'enflamme, ça devient chaud, ça se déforme quand ça se répare. Dans les histoires de lombalgie ou de maux de rein, de maux de dos, si vous voulez, c'est la pathologie s'exprime, la souffrance s'exprime à travers la douleur locale. J'en ai plein de dos. Alors il faut ça, il faut voir. Mais quand ça dure depuis des années, en fait, que ça n'évolue pas? C'est une situation qui dure depuis des années. Alors évidemment, il peut y avoir aussi des malpositions vertébrales. Donc il faut aussi savoir voir un ostéopathe ou un éthiopathe ou quelqu'un qui fasse des techniques de cet ordre-là de temps en temps. Ok. Et les reins, c'est la même chose? Alors, quand on dit j'ai mal au rein, voilà. Quand on dit j'ai mal au rein, c'est les lombes, hein, c'est pareil, c'est la deuxième lombaire. Bon, alors après, il peut y avoir des maux de rein, comme on disait tout à l'heure, les coliques néphrétiques, mais alors à ce moment-là, c'est vraiment l'organe rein. Donc là, c'est soit le conflit avec les liquides, soit l'effondrement des valeurs. Le conflit avec les liquides? Avec les liquides. Le conflit avec les liquides, ça peut être banal, hein, ça peut être une fuite d'eau sur votre installation de plomberie, hein. Ça peut être que ça, hein, un dégât des eaux, ça peut être quelque chose de très très basique, quoi, hein. Toujours pareil, le cerveau ne fait pas la différence entre la gravité objective et la réalité d'une situation, quoi, hein. Et quand les douleurs de rein sont accompagnées de cystite, alors c'est encore autre chose. Donc là, effectivement, ça peut être un problème de conflit avec les liquides, hein. Mais en général, la cystite, c'est plus le conflit de limite du territoire, hein. Bon, on reprend le cas de l'ingénieur domestique de tout à l'heure, par exemple, cet exemple fictif, bien sûr que c'est pas tous les jours, mais imaginez que vous viviez dans la même maison que la belle-mère, eh bien, il faut marquer le territoire. Et pour votre cerveau, la seule façon de marquer le territoire, comme les chiens le font, comme les chats le font, c'est de mettre un peu d'urine aux quatre coins de la maison pour que les personnes qui sont à côté sachent qu'elles ne doivent pas dépasser cette limite. Voilà. Et donc, ça, c'est la cystite. Là encore, il n'y a aucune symptomatologie pendant la phase aiguë, sauf que, effectivement, on aurait envie d'aller uriner partout. Et puis, par contre, quand ça se répare, là, ça donne la cystite. Hein, ça entraîne inflammation et douleur, et puis éventuellement des bactéries qui viennent aider, qui sont construites par nos propres microzymas et qui viennent aider à cette guérison. Et alors, bien sûr, il ne faut surtout pas prendre d'antibiotiques, parce que si vous prenez des antibiotiques, vous bloquez le processus de guérison. Donc, il faut prendre des vitamines et puis de l'eau, boire très abondamment. Et puis éventuellement un peu d'eau alcaline pendant quelques temps, genre eau de Vichy ou autre. Mais il ne faut surtout pas prendre d'antibiotiques, parce que si vous prenez des antibiotiques, eh bien, vous empêchez le processus de guérison. Et dès que les antibiotiques ont disparu de la place publique, eh bien, le processus de guérison repart, et donc il y a rechute, entre guillemets. Donc cystite égale compréhension de ce problème de limite de territoire. Et puis, il faut évidemment se complémenter en vitamines et boire abondamment. Alors, oui. Oui, donc je passais à une autre question qui était les gencives qui saignent. Les gencives qui saignent.
en principe, lorsqu'on se brosse les dents énergiquement, les gencives doivent saigner un peu et c'est normal. Et il faut savoir que quand vous faites saigner les gencives, surtout la mâchoire supérieure, vous dégorgez l'hyperpression dans le cerveau et c'est extrêmement bénéfique. Hein. Donc ce n'est pas inquiétant. Par contre, si les dents se déchaussent, c'est autre chose. Mais ça peut concerner des problématiques de, si vous voulez, au plan psychologique, quand il faut serrer les dents, quand il faut, quand on est obligé de tenir, de ne pas exprimer une souffrance morale quasi permanente, ça peut se manifester par ce déchaussement des dents. C'est intéressant Et ce que donc tu les dis gens. parce que en fait, on entend souvent dire il faut pas saigner des dents. Si tu saignes des dents, il faut c'est peut-être une erreur de parodontie, en fait non, ça peut être Non, bon, attends, un- il faut pas que ce soit exagéré, bien sûr, mais bon, qu'il y a un petit peu de sang, quand on se rince la bouche après avoir brossé les dents, c'est normal. Ok, super, très bonne nouvelle. Ok, eh bien merci Célia pour la question. Donc ensuite, Alors là, quelques semaines, j'ai une odeur corporelle dérangeante, odeur écœurante, sucrée, que je compare souvent à une pomme pourrie. Quelle pourrait en être la cause? alors, j'ai pas entendu le début, ça a coupé un peu. Alors, j'ai une odeur corporelle Oui, ça répète. dérangeante, écœurante, sucrée, que je compare à de la pomme pourrie. Là, je sais pas, j'ai pas de clé. Je vois pas. Quand là, en fait, c'est en lien avec la peau, avec des toxines qui pourraient s'évacuer par la Ok. peau, mais c'est la peau, c'est en lien avec la peau. Oui, bien sûr, mais c'est Les pas de odeurs, la l'eczéma. transpiration, c'est. C'est peut-être un problème d'ordre génital, c'est-à-dire peut-être des problèmes de conquête, ou si quelqu'un la harcèle sur le plan ou le harcèle sur le plan sexuel, ou je sais pas. C'est pareil, ça Parce il qu'une faut. une mauvaise odeur, ça empêche, ça repousse en fait, hein, ça empêche Alors, de ça peut s'approcher. pousser ou ça peut attirer, parce que c'est peut-être des phéromones. Hein. Ah oui, C'est pomme notre pourrie. notre conception intellectuelle de l'odeur et des parfums, elle est liée à la civilisation, mais pour notre cerveau, la civilisation n'existe pas. Et par conséquent, il peut y avoir des odeurs qui vont être en fait physiologiquement à l'origine attirantes et excitantes pour des partenaires sexuels. Ah oui, Donc d'accord. Donc elle, ça peut la déranger, mais en fait, ça peut pas. voilà, pour son cerveau, c'est peut-être très bien. D'accord. Bon, bah, écoute, Christelle, quand tu fais, à suivre. Là, la communication Donc, est mauvaise. Oui, comment? je t'écoute. La communication est mauvaise là en ce moment. Oui, il y a des petits problèmes de son. J'espère que c'est pas trop dérangeant. Alors, Emoné qui nous dit merci pour cette conférence. Que signifie le psoriasis? Alors, on est encore dans la peau là. Oui, alors là c'est vraiment une maladie de peau. Hein. Alors, le problème du psoriasis, c'est un conflit de séparation qui se répare. Mais donc c'est comme de l'eczéma, on retrouve et pratiquement toutes les maladies cutanées à proprement parler, et non pas liées à l'odeur. Donc c'est un conflit de séparation qui se répare. Le psoriasis concerne toujours plusieurs séparations. Ça peut être la séparation d'un groupe, ça peut être plusieurs séparations successives dans le temps. Alors, le problème du psoriasis, c'est la chronicisation, la chronicité. Pourquoi est-ce que ça dure? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le conflit en balance. Parce qu'il y a en permanence réparation et en permanence alternance de ces phases de réparation avec des phases où le conflit se réactive. Alors, d'où sortent ces phénomènes, que ce soit le psoriasis, que ce soit l'eczéma, tout ça? Eh bien, c'est une programmation inscrite dans notre cerveau qui date de l'époque des poulpes, des arapèdes. C'est-à-dire, il faut savoir que quand on est dans le ventre de notre maman, pendant les 3 premiers mois, on est passé par tous les stades de la vie existant sur la planète. On a été d'abord du plancton, c'est-à-dire un végétal, et puis on est devenu un coquillage, et puis un poulpe, enfin un oursin, un poulpe, etc. On est passé par tous les stades et on garde des mémoires de tous ces stades. Et le principe du poulpe, c'est la ventouse.
Donc, la rapette, c'est pareil. Il faut un système de ventouse. Donc, chaque fois que nous vivons une séparation douloureuse, pour le cerveau, la solution, c'est si jamais on arrive à retrouver le contact avec la personne dont on est séparé, eh bien, il faut avoir des ventouses au niveau de la peau pour empêcher une nouvelle séparation. Et donc, le cerveau ordonne de creuser des micro-trous au niveau de la peau qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et ces micro-trous vont faire ventouse et vont bloquer, enfin, sont censés empêcher une nouvelle séparation si on a pu retrouver le contact. Voilà. Et lorsque ça se répare, eh bien, évidemment, ça s'enflamme, il y a inflammation, douleur, desquamation, etc. Et on se retrouve avec l'eczéma et éventuellement le psoriasis. Voilà. Donc, dans le psoriasis, ça concerne un processus de séparation de plusieurs personnes, de plusieurs êtres qui nous sont chers. Ce n'est pas forcément des êtres humains, ça peut être aussi des animaux. Et ces séparations, cette souffrance de séparation se réactive en permanence. Donc, il y a des phases de réparation, des phases de creusement de nouvelles ventouses, et c'est pour ça que ça dure dans le temps. Alors ensuite, il faut voir selon la localisation. Un psoriasis des jambes, par exemple, va souvent concerner des relations sexuelles, puisque on dit dans le langage courant les parties de jambes. Voilà. Et prendre son pied, donc le psoriasis sur les pieds, c'est des problématiques pour prendre son pied, voilà, pour jouir. Psoriasis avec les mains, ça va être plutôt lié au travail. Voilà, les coudes. Alors, les coudes sont liés à la mère, hein, donc c'est un travail, c'est une problématique de relation de travail avec la maman, hein, mais toujours avec cette séparation qui est prioritaire. Voilà, le bas du corps, ce sera plutôt le père, ce sera plutôt la génitalité. Les hanches correspondent aux problèmes sexuels, hein, c'est le pénis qui rentre dans le vagin, etc., quoi, hein. Il y a aussi une symbolique du corps selon l'emplacement de la zone malade. Eh bien, on peut savoir, on peut deviner plus ou moins facilement quel est le conflit à l'origine. Ok, merci Alain. Et donc, la question de Chantala qui nous dit que sa maman a la maladie de Charcot depuis 1 an, date à laquelle elle a été diagnostiquée. Donc, évolution rapide de la maladie, elle est emmurée dans son corps aujourd'hui et il n'existe aucun traitement. Que signifie cette maladie très lourde? Alors, c'est une paralysie, donc on est dans un conflit de déplacement. Et donc, il faut impérativement, là, pour l'aider, il faut retrouver quel est ce conflit de déplacement, et puis le déprogrammer, et puis permettre à son cerveau de comprendre qu'il doit remettre en œuvre, en route, ses mécaniques de mobilité pour que ça puisse guérir. Donc, théoriquement, tout peut toujours guérir. Alors ensuite, bien sûr, c'est assez complexe, hein, que ce soit la sclérose en plaques, les hémiplégies, la maladie de Charcot. L'immense problème, c'est que quelque part, la pathologie rend service, hein. Et je me souviens d'un cas tout à fait caricatural d'une personne qui avait une sclérose en plaques et qui était venue nous voir, et puis on avait fait un super boulot avec elle, et puis un jour, elle était en train de se maquiller devant son lavabo, elle s'était hissée, puisqu'elle était en paralysie spastique, elle était hissée pour se mettre debout devant son miroir. Et puis tout d'un coup, elle s'est souvenue qu'elle avait oublié sa casserole de lait sur le feu dans la cuisine. Elle est partie en courant dans la cuisine. Et puis arrivée dans la cuisine, elle s'est vite assise sur le banc et elle a appelé son chéri pour lui demander de lui amener son fauteuil roulant. Bon, alors, c'est des choses assez étonnantes. Donc, la guérison est toujours possible. Le seul problème, c'est, là, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est qu'en fait, son chéri avait une peur terrible que sa femme le quitte, donc s'en aille. Et par conséquent, inconsciemment, pour faire plaisir à son chéri, il ne fallait pas qu'elle ait la mobilité. Et très souvent, dans ces paralyses, ce qui bloque, c'est ça. C'est que
lorsqu'on met en évidence le conflit de déplacement à l'origine, on se rend compte que ce conflit de déplacement rend tellement service aux gens qu'ils n'ont pas envie de guérir en profondeur. Ils peuvent avoir au niveau mental le désir de guérir, au niveau de la conscience, mais ça n'atteint pas les profondeurs de l'inconscient. Et donc, il faut vraiment faire un travail très profond et très spirituel, avant tout, pour désamorcer ces problématiques et permettre à ces gens de guérir réellement. Mais En fait, normalement, c'est possible. on dit que souvent qu'il y a des bénéfices secondaires à avoir une maladie. Exactement. Exactement. C'est ça le problème. C'est complexe. Merci Alain. Donc, on passe à la prochaine. Donc, c'est Muriel au soleil. Elle nous dit qu'elle a une situation sanguine. Aujourd'hui, âgée de 44 ans, elle a des varicosités sur les jambes et des débuts de varices. Pourtant, elle a une alimentation saine. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ce déséquilibre? C'était un peu coupé. Varices et varicosité sur les jambes, c'est ça? C'est ça, ouais. Bon. Alors, là, c'est pas compliqué. C'est très, très simple. Elle a une mémoire de bagnard. Voilà. C'est-à-dire que dans ses ancêtres, il y a eu un bagnard. Ah, d'accord. C'est extrêmement fréquent. Hein. Et les varices, les varicosités, c'est les chaînes et le boulet au pied. Et donc là, il faut faire un travail, il faut le déprogrammer. C'est une mémoire. Alors, bien sûr, là encore, il y a cette mémoire, et il est clair que dans son quotidien d'aujourd'hui, il y a une situation qu'elle vit comme un boulet au pied. Donc, il faudrait absolument non seulement travailler sur cette mémoire, mais aussi travailler sur son quotidien et voir qu'est-ce qu'elle vit comme un boulet au pied. Ok. Très bien, merci. Alors, on passe parce que alors là, et il y a encore plein de questions. Donc, c'est Agnès qui nous dit quelle serait la symbolique de la tendinite, cheville droite, genou et coude? Alors, tendinite, donc c'est toujours pareil, c'est un petit peu comme ce qu'on a expliqué tout à l'heure par rapport à l'ingénieur domestique, sauf que quelque part, c'est le tendon qui est touché et non pas l'os. Donc, c'est une dévalorisation qui est un petit peu moins profonde. Alors ensuite, selon la localisation, bon, ça va concerner, donc ça va être lié à plutôt tel ou symbolique ou tel autre. Hein. Donc le membre inférieur, en général, est lié au père. Hein, c'est le père, le masculin. Alors ensuite, si c'est devant, si c'est derrière, si c'est en dedans, si c'est en dehors, voilà, tout ça va jouer. Hein. On sait que ce qui est derrière, c'est plutôt l'inconscient. Ce qui est devant, c'est ce qu'on voit. Ce qui est vers l'intérieur, c'est l'intériorité, c'est l'introversion. Ce qui est vers l'extérieur, c'est l'extraversion. Voilà. La cheville, c'est vraiment l'articulation, la relation à la terre, hein, le conflit à la terre. Le genou, c'est un travail à faire pour le papa, une dévalorisation par rapport à un travail qu'on aurait pu faire pour papa qu'on n'a pas pu faire. La hanche, c'est très souvent un problème sexuel. Bon, voilà. Après, selon la localisation, on peut orienter notre recherche. Le coude. Alors, le coude, c'est lié à la maman. Hein. C'est la même chose vis-à-vis de maman. Donc, un travail qu'on aurait dû faire pour maman, qu'on n'a pas pu faire, qu'on n'a pas réussi encore à faire. Ok. Bon, alors. Il peut aussi, bien sûr, toujours y avoir des conflits sportifs derrière. Hein. Par exemple, un joueur de tennis va avoir tendance à faire des problèmes de tendinite au coude. Hein. Bon, là, on est sur un problème plus prosaïque, immédiat. Quoi, hein. Alors, il y a deux questions qui concernent la fibromyalgie, une qui concerne la maladie de Lyme et une l'acné. Oui, ben on y va. Alors, qu'est-ce que c'est que alors, fibromyalgie, Lyme et acné? Et peut-être là, donc, parce que sinon, on ne va plus s'en sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que la fibromyalgie? Ben, c'est la même chose, sauf que ça concerne tous les muscles et les tendons du corps.
Donc, c'est des conflits de dévalorisation extrêmement profonds, avec des phases de réparation, souvent ce sont des conflits en balance. Et la clé, c'est un petit peu la même que ce qu'on disait tout à l'heure pour le cancer de l'os. Hein. La clé, c'est de rendre grâce de notre splendeur. Alors, il est clair que dans la fibromyalgie, il y a aussi des problématiques d'empoisonnement par l'aluminium. Hein. C'est la myofasciite à macrophage qui est probablement très, très liée. Et il y a certainement, couplé à la fibromyalgie, cette problématique d'empoisonnement par l'aluminium. Alors, faites très attention. Là, il faut vraiment être clair. Beaucoup de thérapeutes proposent des techniques pour éliminer les métaux lourds, pour éliminer l'aluminium. Ça peut être extrêmement dangereux s'il n'y a pas une prise simultanée de vitamine C et de vitamine E en quantité suffisante. Parce que dans ce cas-là, ça soulève les toxiques qui vont se redéposer plus loin et faire de nouveaux dégâts un peu plus loin. Donc, il faut faire très, très attention sur ce plan-là. Donc, fibromyalgie et myofasciite à macrophage, on est un petit peu sur le même genre de problématique. Donc, toujours des valorisations très, très profondes liées au mouvement musculaire et à la force musculaire, et puis des phases de réparation et des conflits en balance qui se réactivent sans cesse, c'est-à-dire qui guérissent, qui se réactivent, qui guérissent, qui se réactivent. La maladie de Lyme, ça n'existe pas. Ce qui ne veut pas dire que les gens qui sont étiquetés maladie de Lyme ne sont pas malades. Mais la maladie de Lyme n'existe pas parce que la Borrelia, elle est endogène, elle est construite par nos propres microzymas, elle n'est pas inoculée par une tique, contrairement à ce qu'on nous raconte. Tout ça, ce sont des balivernes, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, la Borrelia, si on a des Borrelia dans le sang, c'est parce qu'on a un travail de réparation à faire dans notre corps quelque part, et c'est pour ça qu'on a des Borrelia. Mais ça ne vient pas de l'extérieur, ça n'a pas été inoculé de l'extérieur. Que présentent la plupart des personnes que je suis qui ont une maladie de Lyme? Eh bien, ils présentent très précisément, et c'est intéressant de regrouper, ils présentent des symptômes de fibromyalgie la plupart du temps. Donc, il faut aller chercher dans ce sens-là et ne pas se préoccuper de la Borrelia et encore moins de l'étiquette qu'on vous a posée sur vos symptômes. Essayez de bien comprendre qu'il n'y a pas de maladie. Il y a des êtres malades, ce qui n'est pas du tout pareil. Donc, chaque fois qu'on vous met une étiquette comme ça, sortez-en et dites-vous non. C'est pareil pour la maladie de Charcot, pour des choses comme ça. Non, vous n'êtes pas une malade de Charcot, vous n'êtes pas une maladie de Lyme. Vous êtes un être à part entière et vous avez un mal-être, vous avez une souffrance que vous exprimez à travers votre corps. Et c'est cette souffrance qu'il faut prendre en compte et non pas l'étiquette. Et si on accepte de faire ça, déjà, ça va éliminer tout le côté extrêmement péjoratif du pronostic. Par exemple, la maladie de Charcot, on sait que c'est irréversible, c'est incurable, que ça rend violent. Hein? Comment? Tu m'entends? Alain? Allô, allô? Il y a eu une coupure Tu m'entends? en 2 minutes. Allô? Moi, Oui, ça j'entends. y est, C'est on très est coupé. revenu, Je mais sais il y pas a eu si. une coupure. Oui. Voilà. Je ne sais pas si toi. Voilà, donc là, ça va mieux. Donc, Attends. rectifier à la maladie. Attends, une seconde. Je peux m'absenter une demi-minute? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, vas-y. Oui. Je vais demander à Brigitte, elle est au téléphone et le téléphone est branché sur la box. Ça doit peut-être gêner la communication. Hein, je vais lui demander d'arrêter. Ok, merci. J'espère que vous ne souffrez pas trop des problématiques Internet. C'est vrai que là, l'endroit là où je me trouve, il n'est pas forcément propice à avoir des très bonnes liaisons.
Et en plus de ça, donc pour information, mes directs seront systématiquement plutôt vers 10h, 10h30, parce qu'après ces heures-là, c'est plus difficile d'avoir une bonne connexion. Voilà. Voilà, je pense que ça ira mieux. Ok. Alors, tu nous disais donc que l'idée, c'était de ne pas s'identifier à la maladie et que nous étions des êtres. Ah, vas-y, je te laisse continuer. Oui, donc voilà, il n'y a pas de malade, il y a des êtres malades présentant un mal-être. Et il faut faire extrêmement attention à ces étiquettes diagnostiques parce que ça peut être couplé à un pronostic extrêmement défavorable. Et, et ensuite, par une sorte de fidélité à l'autorité des grands patrons, des grands médecins et tout ça, eh bien, si par exemple la maladie de Charcot, on va mourir rapidement, on a 6 mois, 1 an de survie, c'est hallucinant, parce que les gens par fidélité vont mourir effectivement dans ce laps de temps qui a été déterminé, alors qu'il n'y a aucune raison. Voilà. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Bah, écoute, parce que là, en fait, il y a encore des questions qui arrivent, mais c'est juste une petite dernière, parce qu'elle me semble intéressante pour conclure. Suffit-il d'avoir identifié le problème pour pouvoir guérir? Alors oui, il faut identifier le problème et il faut identifier les préprogrammations sous-jacentes. Parce qu'il y a toujours des préprogrammations qui nous viennent de nos ancêtres. Donc, il y a un double travail à faire. Il faut conscientiser et découvrir le problème qui a déclenché la pathologie. Et il faut comprendre pourquoi. On parlait tout à l'heure, par exemple, de ce problème de chute du taux de plaquettes. Bon, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'on a peur aujourd'hui d'avoir un sang trop épais? Et puis, il faut aller chercher dans la généalogie qui est-ce qui a souffert d'avoir un sang trop épais. Voilà, il y a toujours le travail en double détente à faire. Ok. Eh ben, écoute, merci. Je suis désolée pour les personnes auxquelles on n'aura pas répondu aux questions. Peut-être qu'on refera une émission sur le sujet ou des ateliers plus précis. Parce que là, bon, on a largement dépassé. Puis je voulais, Alain, que tu donnes une petite info là au sujet des vaccins. Donc, en début d'émission, bon, tu expliquais que, en gros, que les vaccins, c'était un petit peu ton dada, et surtout la raison pour laquelle tu avais été éjecté de l'ordre des médecins. Absolument, voilà. Donc, j'ai participé au début février à Nice à un colloque organisé par une association avec d'autres intervenants. Il y avait Christian Talchaler, il y avait Jean-Pierre Joseph et beaucoup d'autres. C'était extrêmement intéressant. Et ça a permis quelque part de définir une stratégie pour les gens qui ne voudraient pas vacciner leurs enfants. Et cette stratégie, je vous en parle parce que ça me paraît extrêmement bien et quelque part très pratique et très efficace. Donc, il faut savoir que selon la médecine officielle, nous avons des types HLA. C'est ce qu'on appelle le typage HLA. Et selon le typage HLA, on peut deviner si vous allez faire une complication grave à une vaccination ou bien si vous allez y répondre de façon très favorable ou si vous avez un risque modéré, etc. Voilà. Donc, comme normalement tout acte médical doit être fait avec toutes les précautions d'usage, si on vous exige une vaccination pour vos enfants, c'est à vous d'exiger un typage HLA de votre enfant pour savoir s'il ne risque rien et si le vaccin va lui être profitable. Voilà. Ce typage HLA coûte horriblement cher. Pour pouvoir le faire, et bien sûr, il faut qu'il soit remboursé par la sécurité sociale, mais ce n'est pas du tout prévu nulle part. Et par conséquent, le médecin va devoir faire une demande d'entente préalable pour la prise en charge de ce typage HLA. Ça va prendre des mois avant que la sécurité sociale réponde par la négative. Et par conséquent, vous êtes tranquille, ils ne vous embêteront plus. Voilà, c'est une technique toute simple pour ne pas être embêté. Je vous signale, tant qu'on y est, une association qui peut vous aider tout à fait efficacement si vous êtes en conflit avec les autorités médicales par rapport au vaccin. C'est l'UNACS, UNACS, qui vous trouverez facilement sur Internet, qui vous permettra, qui vous conseillera, qui mettra un avocat à votre disposition si nécessaire, etc. etc. Voilà. Mais évitez de faire empoisonner vos enfants autant que faire se peut, et surtout évitez tout vaccin avant l'âge de 1 an.
Les vaccins avant 1 an sont vraiment une tragédie pour les enfants parce qu'ils ont autre chose à faire. Ils sont en pleine poussée de croissance. Il n'y a aucun danger pour eux vis-à-vis des maladies dont on veut les protéger, contrairement à ce que racontent les officiels. Et par conséquent, il ne faut pas les vacciner avant 1 an. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur les vaccins. Ok, merci beaucoup Alain. Ben, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion de faire une émission complète sur les vaccins. Oui, ça volontiers. Euh, voilà. Et puis ben voilà, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. D'accord. Au plaisir de faire une autre émission, donc sur les vaccins ou d'autres sujets à voir ensemble. Et Avec... puis, quel serait le mot de la fin pour toi? Ah, je crois le mot de la fin, c'est ça, c'est comprendre qu'il n'y a pas de malade. Il y a des êtres vivants qui peuvent être malades, mais il n'y a pas de maladie en soi. Hein, et donc, éviter les étiquettes, ça c'est important. Et essayer de comprendre, il y a toujours un sens, quelque part, tout a sens dans cet univers, et la finalité ultime, ça va être l'amour. Et l'amour avec un grand A. Voilà, je te rejoins complètement. Merci Alain. Eh bien écoutez, je vous Allez, souhaite une belle journée à tous. Moi, la mienne, elle est déjà bien entamée. Et puis, plaisir d'une autre émission où je vous donnerai un petit peu des nouvelles. Voilà, j'ai des petites vidéos là qui sont en préparation. À tout super. bientôt. À tout bientôt. Au Au revoir revoir, Marie. Au revoir au à tout le revoir monde. Alain. Au revoir tout le À monde. bientôt. Au revoir.